qui voudraient mieux connaître la Guinée puissent venir en Guinée. Ne plus écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Parcourir le pays, voir l'état d'organisation dans les villages, comment fonctionnent les institutions, se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse. Je serais heureux que celui qui ne m'aime pas soit le premier à venir se rendre compte de cette réalité. Une chose intrigue les observateurs étrangers. Vous quittez très rarement votre pays, la Guinée. Autant que je sois informé, vous avez fait une seule visite à l'extérieur depuis 1967. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur ce point? Je me demande pourquoi se préoccupe-t-on de cela. Le président Mao, combien de fois il a quitté la Chine? Pour autant, est-ce que la Chine est malade? Le président Nixon, combien de fois depuis qu'il est au pouvoir il a quitté? Et chaque président européen, combien de fois chaque président en Europe a quitté son pays? La révolution dont nous parlons, c'est en Guinée. Et c'est ici où elle doit être menée. L'essentiel de la lutte, c'est en Guinée. Et même les adversités extérieures, que toutes les puissances impérialistes se braquent contre la Guinée, si le peuple guinéen reste organisé, conscient de ses responsabilités, résolu à défendre ses acquis, aucune puissance impérialiste n'aura raison de la Guinée. Voilà la vérité historique. On doit s'étonner que je ne sois pas en Guinée, que je sois plutôt comme certains présidents tout le temps à Paris, à Londres, en train de me reposer ou en train de danser. Nous avons du travail et nous ne perdrons pas une minute qui est utile au développement de l'action révolutionnaire. Vous avez à plusieurs reprises dans le passé dénoncé la 5e colonne qui opérait à l'intérieur de la Guinée. Est-ce que vous pensez que cette 5e colonne est toujours active dans votre pays? Et est-ce que ce n'est pas l'existence de cette 5e colonne qui vous inciterait à rester ici? Alors, si j'avais peur de la 5e colonne, je ne restais pas en Guinée puisqu'elle est en Guinée. Non, mais parce que vous... Je serais parti à Paris me réfugier tranquillement. Mais vous pourriez craindre que les éléments de subversion qui travaillent contre vous pourraient profiter de votre absence. Profiter comment? Le peuple guinéen est armé. Quel est le seul pays au monde dont le peuple est armé? Dites-le moi. Vous avez vu quand même l'agression. 14 ministres avaient trahi. 32 millions de dollars avaient été distribués. La plupart des officiers supérieurs, avec le ministre de l'Armée et l'Intérieur, avaient trahi. Et toutes les puissances impérialistes étaient assurées du succès contre la révolution guinéenne, dont la mort était même annoncée à la télévision de Bonn le 22 novembre 1970. Une émission qui annonçait le grand dictateur du monde, M. Sékou Touré, est parti. La Guinée n'a pas peur de l'impérialisme. La 5e colonne n'est que le prolongement de l'impérialisme. C'est la lutte de classe. Si nous n'avons pas peur du maître, nous n'aurons pas peur de l'esclave qui le suit. C'est pourquoi ici, elle a été matée et chaque fois qu'elle se manifestera, elle sera écrasée. Vous pouvez en être sûr. Je l'affirme à la face du monde. Aucun élément traître au peuple guinéen ne saura longtemps manœuvrer sans qu'il soit su, perçu, isolé, maté par le peuple guinéen. Vous l'avez dit vous-même, 14 ministres avaient été inculpés, un certain nombre de chefs militaires, des gouverneurs de province, des hauts fonctionnaires, des diplomates guinéens. Comment expliquez-vous qu'autant de gens touchant de très près le pouvoir, certains étaient des compagnons de combat de toujours, aient pu trahir? Et en 1939, comment expliquez-vous qu'il y a eu tant de ministres, tant de hauts fonctionnaires, tant de hauts officiers supérieurs qui aient trahi la France pour livrer la France à l'Allemagne? Pourquoi? C'est la lutte de classe. Les hommes n'ont pas les mêmes conceptions de la vie et leurs rapports avec le peuple ne sont pas identiques. Ce sont ceux qui se confondent avec le peuple dans ses aspirations, qui veulent défendre leur dignité dans la dignité du peuple, qui savent qu'ils naissent et meurent, que seul le peuple demeure en tant que référentiel suprême de toutes les valeurs, qui peuvent rester fidèles à leur peuple. À côté d'eux, au sein de toutes les sociétés, il y a des traîtres, c'est-à-dire des catégories sociales ou des individus qui font le choix contraire. Leur personne au-dessus de l'honneur, de la dignité et de l'intérêt populaire. Nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait eu des traîtres en Guinée. Il y en a dans tous les pays du monde. Mais la valeur de la Guinée
est d'avoir su déceler les traîtres et de les isoler pour le progrès de sa révolution, alors que dans maints pays africains, il y a ces traîtres qui sont même au pouvoir pour paralyser le développement historique des nations africaines en acceptant des formes néocoloniales d'existence. Chers amis, c'est le moment d'analyser ensemble ce discours vivant de Sékou Touré et voir en quoi il solutionne les défis de l'Afrique aujourd'hui et celui des pays de l'AES en particulier. Pourquoi l'AES, officiellement en Afrique de l'Ouest, ce sont les seuls pays qui ont affiché clairement leur position et leur désir de changement. Passons donc au point d'analyse. Le point numéro 1, le tribalisme, un poison interne à éradiquer absolument. Dans son discours, Sékou Touré commence à dénoncer le tribalisme qu'il voit comme l'un des plus grands fléaux de l'Afrique. Il explique que cette division ethnique entretenue par les anciennes puissances coloniales menace l'unité nationale et freine l'indépendance réelle. Pour lui, le tribalisme est une stratégie d'oppression interne utilisée pour diviser et affaiblir la Guinée. Il exhorte les Guinéens à se défaire de ces clivages internes et à se rassembler sous une seule bannière nationale, celle de la liberté et du développement. Deuxième point, la trahison et la manipulation française, un plan pour maintenir l'asservissement. Touré ne mâche pas ses mots lorsqu'il aborde le rôle de la France dans le maintien de la Guinée sous un joug néocolonial. Il accuse directement la France de chercher à vider la Guinée de ses ressources humaines et intellectuelles. Par des politiques de fuite des talents, la France impose une hémorragie qui prive le pays de ses meilleurs éléments. Selon lui, cette stratégie vise à maintenir la Guinée dans la dépendance, l'empêchant à se libérer complètement de l'asservissement imposé par l'ancien colonisateur. La France utilise également la désinformation et les manipulations pour fragiliser l'économie et la stabilité sociale de la Guinée. Troisième point d'analyse, la déstabilisation par des mercenaires locaux et étrangers. Sékou Touré évoque ensuite la manière dont la France, avec la complicité de certains acteurs locaux, a organisé la déstabilisation de la Guinée. Il parle de l'utilisation de mercenaires français et portugais pour écraser les mouvements de libération qui cherchaient à affranchir le pays de la mainmise néocoloniale. Troisième point d'analyse, la déstabilisation par les mercenaires locaux et étrangers. Sékou Touré évoque ensuite la manière dont la France, avec la complicité de certains acteurs locaux, a organisé la déstabilisation de la Guinée. Il parle de l'utilisation de mercenaires français et portugais pour écraser les mouvements de libération qui cherchaient à affranchir le pays de la mainmise néocoloniale. Ces mercenaires recrutés pour détruire les forces progressistes ont œuvré en faveur d'une élite locale complice, réduisant les efforts du peuple guinéen à néant. Il décrit comment ces opérations clandestines ont tenté de faire plier le pays, mais la Guinée a résisté grâce à la solidarité nationale et à une vigilance accrue. Quatrième point d'analyse, l'utilisation des médias pour contrer la désinformation. Pour répondre aux attaques médiatiques étrangères, Sékou Touré a mis en place une stratégie de communication interne puissante. À travers la création du tribunal révolutionnaire suprême, il a utilisé les médias nationaux pour éveiller les consciences et susciter une mobilisation massive en faveur de la révolution guinéenne. Son objectif était clair, contrecarrer la propagande des médias occidentaux qui tentaient de décrédibiliser la Guinée sur la scène internationale. Il croyait fermement que les médias pouvaient être une arme pour rééduquer le peuple et le sensibiliser à la réalité de l'impérialisme tout en forgeant une identité nationale forte. Cinquième point d'analyse, la mystification religieuse, une barrière à l'émancipation. Touré adresse un message puissant contre la mystification religieuse. Dans son discours, il fait un appel direct aux croyants en leur rappelant que peu importe leur foi, elle ne peut pas remplacer les actions concrètes nécessaires pour la libération nationale. Il insiste sur le fait que la religion, bien qu'importante, ne peut pas devenir un prétexte à l'inaction ou à la soumission. Ce message visait à renforcer l'idée que la libération du peuple dépend de ses efforts propres et non d'une quelconque intervention divine. Sixième point d'analyse, l'émancipation de la femme, un pilier du développement. Dans un passage surprenant pour l'époque, Sékou Touré défend vigoureusement l'émancipation des femmes. Contrairement
À l'image traditionnelle de la femme reléguée au second plan, il voit en elle un acteur essentiel du progrès social et économique. Il souligne que le développement du pays passe aussi par l'inclusion des femmes dans tous les aspects de la politique publique et privée. Il encourage leur participation active dans la révolution et dans la construction de l'État, tout en dénonçant le patriarcat qui freine leur potentiel. Enfin, septième point d'analyse, le rejet du modèle classique de gouvernance occidentale. Sékou Touré rejette avec force le modèle de gouvernance classique imposé par l'Occident. Il explique que ces systèmes ne sont pas adaptés aux réalités africaines, qu'il ignore la culture, les valeurs et les besoins spécifiques du continent. Pour lui, l'Afrique doit créer ses propres modèles de gouvernance basés sur la solidarité, l'autosuffisance et une véritable souveraineté populaire. C'est une réflexion essentielle qui résonne encore aujourd'hui, alors que de nombreux pays africains continuent de chercher des voies de gouvernance plus adaptées à leurs contextes locaux. Lorsqu'on observe bien ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'AES, les solutions que défendait le révolutionnaire Sékou Touré sont adoptées par Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani pour une véritable révolution dans ces pays de l'AES qui certainement vont finir par inspirer d'autres pays de la sous-région pour une véritable libération de l'Afrique. En conclusion, Sékou Touré, à travers ce discours, a mis en lumière les forces et les faiblesses de la Guinée tout en offrant une vision claire de la voie à suivre. Il a dénoncé avec audace les ingérences étrangères et a exhorté son peuple à dépasser ces divisions pour embrasser une indépendance totale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas